Et si l'Afrique se réveillait enfin? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette chronique. Il me souvient qu'en 1993, le docteur Fokam écrivait déjà son ouvrage « Et si l'Afrique se réveillait ?» Aujourd'hui, 30 ans après, nous avons l'impression que ce livre est plus que jamais d'actualité. Avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger et même au Gabon et au Tchad, il est clair que l'Afrique est en mouvement. Mais seulement il faut relever que cette Afrique en mouvement n'est pas le fruit du hasard. Nous devons, avant d'aller plus loin, rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont payé le plus lourd tribut pour que ce mouvement soit possible. Je pense ici, et de manière non exhaustive, au Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Oumniobé, Thomas Sankara et bien d'autres, qui déjà avant cette ère avaient choisi de faire du combat pour la restauration de la dignité africaine leur cheval de bataille. Faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Nous voulons développer notre propre communauté et une personnalité africaine. Les autres peuvent penser qu'ils ont développé la meilleure façon de vivre, mais nous ne sommes pas obligés, comme des imitateurs serviles ou esclaves, de l'accepter. L'un des faits importants à relever, c'est que l'Afrique est considérée par certains, et à juste titre, comme un terrain de jeu mondial. C'est un endroit où chacun vient s'amuser en essayant de tirer le maximum du continent africain, ceci au détriment des Africains. Au cours de cette conférence historique, le docteur Fokam avait clairement nommé les choses, en essayant de relever le fait qu'il était indispensable pour le continent africain de sortir des sentiers battus et de construire lui-même sa propre voie. Qui est la proie? Et qui sont les prédateurs? La proie, bien entendu, c'est l'Afrique, puisque je vous l'ai présenté. Mais les prédateurs, c'est qui? En réalité, c'est toutes les grandes puissances économiques mondiales. Je ne veux qu'en citer que quelques-unes. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, et j'en passe, la Russie. Pourquoi? Parce qu'elles ont la puissance militaire. Elles ont la puissance du savoir. Elles ont la puissance technologique. Nous devrons nous rendre compte que nous entrons en guerre avec des gens qui sont techniquement au point, scientifiquement au point, et que nous sommes derrière. Mais est-ce que ça veut dire que nous devrons fuir la guerre? Ma réponse est non, non et non. Aujourd'hui, il est clair que quel que soit l'angle par lequel on prend les choses, l'Afrique et les Africains sont en train de changer. Il y a une libération de la parole. Les Africains n'ont plus visiblement très peur, en tout cas certains. Mais il est important de relever que ce réveil n'est qu'à ses prémices et qu'il va falloir travailler de manière décisive pour que ce réveil soit définitif. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant longtemps, l'Afrique a été endormie, avec un venin qui lui a été inoculé, qui l'a amené pendant plusieurs décennies à avoir honte d'elle-même, à se régner, et ses fils à être animés par un mur de complexe vis-à-vis des autres parties du monde. Il s'agit de sonner
le glas de l'urgence de réveil africain, de magnifier l'excellence, de redonner l'espoir aux jeunes, de redonner le goût de vivre, de redonner le goût de la recherche, le goût de l'innovation. Et si tout cela, la recherche, l'innovation, le travail, et cela est compris, alors nous avons des chances de gagner nos batailles. Mais pour y arriver, j'ai un problème. Mon plus gros problème, je l'ai découvert quand j'ai visité la Chine. Quand j'avais visité la Chine il y a peut-être 25 ans, je me suis trouvé en face d'une carte du monde. Et on me dit, ça c'est la carte du monde. Et ça n'avait rien à voir avec la carte que j'ai toujours vue et qu'on m'a toujours enseignée. Je me suis posé, et la Chine était au milieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Je rentre, je retrouve cette carte. C'est celle qu'on m'enseigne. Sauf qu'il y a deux détails. Le premier, c'est que l'Europe est assise sur l'Afrique. Ce qui veut dire qu'elle est dans la situation de domination. C'est une carte fabriquée par l'Europe. Elle le fait exprès parce qu'elle a une vision. Qu'est-ce que je fais pour dominer l'Afrique? Elle est assise sur l'Afrique. Et l'Afrique même, qui est ici un peu au centre du monde, personne, aucun Africain ne se rend compte qu'il est au centre du monde. Mais j'ai pensé que cette carte, pour moi, en tant que chercheur, n'est pas bonne. Et que l'Afrique doit refaire sa propre carte avec sa propre vision. Et pour refaire sa propre carte avec sa propre vision, j'ai élaboré pour vous une autre carte de l'Afrique que je recommande. Concernant toujours la question du mur des complexes, il faut noter que c'est ce mur de complexes qui est à l'origine de notre sous-développement. Et ce mur de complexes s'est construit à plusieurs niveaux. Déjà au niveau éducationnel, on a profité de l'éducation qui nous a été imposée pour dresser ce véritable mur qui fait en sorte que certains Africains pensent être inférieurs à d'autres populations du monde. On a également, toujours concernant ce mur de complexes, installé de véritables chaînes culturelles, au point où aujourd'hui, l'Afrique n'a plus véritablement de culture. Nous sommes un peuple quasiment acculturé. Nous avons décidé de copier de manière monotone ce que font les autres. Qu'ils ont un seul objectif. Transformer notre esprit. Transformer notre esprit pour regarder que les normes qu'elles ont établies, pour nous empêcher d'avoir nos propres normes, pour nous conditionner l'esprit de telle sorte que nous devenons des simples moutons dans le jeu. Mais, comme on ne peut pas le faire seulement avec ces puissances, ils utilisent d'autres instruments encore plus puissants. C'est ce qu'on appelle les médias. Et vous le connaissez aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, les WhatsApp, pour nous envoyer tout ce qu'ils veulent, en contradiction avec notre propre culture. Mais aussi, il y a surtout les grands médias qui arrosent l'Afrique. CNN, BBC, France 24, CCTV, I24 ou I24, Al Jazeera. Quelle est la mission de ces organes? Leur mission, c'est... j'ai oublié Russia Today, parce que c'est très important, Russia Today. Leur mission, c'est de nous faire admettre, inculquer en nous leur pensée. Et vous savez, lorsque vous arrivez à penser comme l'autre, tout de suite, vous devenez inférieur. Vous n'existez plus. Vous devrez avoir une autonomie de pensée pour pouvoir permettre. Or, ils mettent tous ces instruments à notre disposition pour penser comme eux. C'est toujours ce mur de complexe qui est à l'origine du refus de droit à l'erreur aux Africains. Parce que nous pensons que quand nous avons
connu un échec, tout s'arrête là. Parce que justement, on nous a empêchés, nous autres Africains, de pouvoir avoir droit à l'erreur. Or, les autres ont eu plusieurs occasions de recommencer parce qu'ils font des expériences, ce que nous n'arrivons pas jusqu'aujourd'hui à faire en Afrique. Aujourd'hui, l'heure est donc à la prise de conscience. Les Africains doivent sentir le vent qui souffle et saisir cette ultime opportunité qui nous est offerte à travers les différents chamboulements dans le monde. À l'époque, le professeur Maurice Kamto parlait déjà de l'urgence de la pensée. Je pense qu'à cela, il faut ajouter aujourd'hui l'urgence de l'action. Parce que seule la combinaison de la pensée et de l'action permettra à l'Afrique de recouvrer de manière définitive sa liberté. La chose positive, qui peut également être une note d'espoir, c'est qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de fissures dans ce fameux mur des complexes. Et ça, on le doit à certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest et même un peu au centre de l'Afrique. Quand on voit la véritable rupture qui a été engagée, notamment en République centrafricaine, avec la diversification de ses partenaires, avec la nouvelle orientation stratégique que veulent porter les autorités de ce pays, il y a lieu d'avoir de l'espoir, parce qu'on se rend compte que le mur des complexes est progressivement, mais certainement en train d'être fissuré. C'est la même chose en Afrique de l'Ouest avec la rupture opérée au Mali, au Burkina Faso et même très récemment au Niger, où les dirigeants africains ne se cachent plus derrière leurs petits doigts et osent affronter de manière décisive les différents acteurs qui jadis se croyaient en terrain conquis. Si l'on revient à ce livre du docteur Fokam, Et si l'Afrique se réveillait, il y brosse quelques axes stratégiques qui devraient permettre ou conduire ce réveil de l'Afrique. Et le premier axe sur lequel il s'appesantit, c'est celui du savoir. Toute avancée dans ce monde, dans le monde en général, est basée sur votre capacité d'interroger tout ce qui vous entoure. Or, nous avons jusqu'ici basé notre éducation sur l'accumulation de connaissances, en oubliant de toute façon que notre cerveau est limité et qu'il faudrait avoir des millions de cerveaux pour pouvoir accumuler les connaissances dans le monde. Or, le vrai enseignement, la vraie formation, c'est celle du questionnement. Pour lui, le savoir, c'est la base. Et quand on parle du savoir ici, il faut y associer le savoir en tant que connaissance, le savoir-faire en tant que maîtrise d'une certaine technologie ou d'une certaine technique, et également le savoir-être. Parce que ce savoir-là aussi doit se traduire dans le comportement des citoyens que nous voulons pour cette nouvelle Afrique. Le savoir étant la principale richesse d'une nation, il est question ici pour nous d'intégrer que l'éducation va être le pilier central sur lequel nous devons bâtir notre nouvelle Afrique. Il va falloir révolutionner totalement l'éducation africaine en nous posant les bonnes questions. Quel type d'éducation faut-il pour l'Afrique? Quel type d'éducation permettra à l'Afrique de s'émanciper, de se libérer et de pouvoir embrasser le progrès? Les faux professeurs que nous sommes, qui enseignons en Afrique, il est important qu'on se réveille. Les faux parents que nous sommes, on doit se réveiller. Ce réveil doit se faire de l'éducation qu'on a reçue, comme vous dites, jusqu'ici, qui est une éducation dite... Récitation. Je vous le dis, c'est une éducation de récitation. De récitation. Oui. Très bien. Alors que l'éducation doit être une éducation de questionnement. Très bien. On doit apprendre à l'enfant à se questionner parce que c'est parce qu'il pose des questions qu'il est capable, non pas de trouver des solutions, d'éveiller l'attention de tous ceux qui l'entourent pour une solution aujourd'hui ou demain. Il n'est plus question de faire du mimétisme comme cela a été le cas jusqu'à présent. Il va falloir penser notre éducation en fonction de nos propres valeurs, mais davantage en fonction d'une vision commune que nous aurons construite ensemble et qui sera partagée par la grande majorité d'entre nous. Donc, la clé, c'est l'éducation pour pouvoir avoir un savoir utile à la transformation du continent africain.
Et ce savoir, ou alors cette éducation que nous devons mettre en place, doit également être suffisamment endogène. Nous devons faire un retour et un recours à notre passé, à notre histoire, à nos valeurs et à notre culture pour pouvoir le construire. Nous irons ailleurs, si c'est nécessaire, rechercher ce qui pourrait compléter ce que nous avons déjà. Mais il est fondamental que cette recherche du savoir soit au préalable endogène. Deuxième axe du réveil de l'Afrique, la persévérance. Et pour en parler, je préfère citer Thomas Edison qui disait « La plupart des échecs viennent de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient proches du succès lorsqu'elles ont abandonné. » Nous touchons là du doigt l'un des problèmes qui minent la plupart des Africains. Nous sommes pour la plupart très pressés, prisonniers des résultats immédiats. Nous ne sommes pas persévérants. Quand nous posons des actes, nous voulons avoir des résultats tout de suite. Or, c'est une attitude totalement contraire à ce qui peut permettre une transformation ou un changement. Quand on regarde les pays développés aujourd'hui, ceux qui se sont battus pour que ces pays atteignent ce niveau-là n'ont pas pu voir les résultats de leur combat. Il est donc question pour nous autres Africains d'arrêter de vivre dans le passé et même au présent. Nous devons nous projeter, vivre vers le futur. Mais autre chose très importante, nous devons accepter l'échec. Et l'échec ici, pas comme une occasion d'abandonner, mais comme une occasion de recommencer plus intelligemment ce que nous avons échoué. Sans échec, nous n'avons aucune chance de réussir. Et l'échec demande justement d'oser, de commencer, de se rater, mais toujours de recommencer, de ne jamais abandonner. Troisième axe, et pas des moindres, important pour la transformation et le réveil définitif de l'Afrique, c'est le travail. Si on remonte sur le plan historique, on a défini le travail comme étant une punition, et c'est la Bible qui l'aurait défini. Et ça, les Africains se sont permis de prendre ça comme la définition de travail. On a aussi défini le travail comme étant quelque chose qu'on fait pour quelqu'un. Ça encore, c'est une faute que les Africains captent. On a enfin défini le travail comme élément nécessaire pour survivre. C'est encore un problème. Le travail est ce qui anoblit l'homme, ce qui enrichit l'homme, ce qui lui permet de s'élever au plus haut degré. C'est ce travail qui permet à l'homme de dépasser toutes les autres espèces vivantes. Oui. Le travail, si telle est l'acception que nous acceptons, ça veut dire que le travail doit être considéré comme une partie de plaisir. C'est-à-dire là où je m'en vais pour me faire un plaisir à faire mon job, pour me faire un plaisir à permettre à tous ceux qui m'entourent de se prendre ou de se faire aussi un plaisir, pour me faire un plaisir de soutenir ma famille, moi-même, mon continent, mon pays. Téné, l'Afrique c'est le continent le plus pauvre, mais paradoxalement, l'Afrique c'est le continent où on travaille le moins, ce qui est tout simplement une hérésie. En Occident, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, le travail, chaque homme travaillait 108 heures par semaine. Quand on avance à la deuxième moitié du XXe siècle, on est descendu à peu près à 72. C'est vers la fin du XXe siècle qu'on est descendu à 48 et à 42. Et aujourd'hui, on est... Mais seulement, pour empêcher à l'Afrique de se développer, on a créé la fameuse Organisation internationale de travail. Permettez-moi, je rigole un peu en disant ça. C'est pourquoi, pour empêcher à l'Africain de travailler, pour lui dire, si vous devez travailler 40 heures, or, je vous assure, c'est la meilleure façon de rester indéfiniment sous-développé. Et j'ajoute, aujourd'hui, même en Occident, même avec la France qui travaille 35 heures, vérifiez
combien d'heures les chercheurs, les grands cadres d'entreprise font dans leur entreprise pour faire avancer la France. En tout cas, tous ceux qui peuvent travailler ici en Suisse, où nous sommes encore à 42 heures. Lorsque l'Organisation internationale du travail est ici en Suisse, et on nous impose 40 heures. Je me demande pourquoi on n'a pas imposé à Suisse 40 heures. Et nous acceptons tous et nous revenons au problème de questionnement. Il est donc question aujourd'hui que nous repensions nos relations avec le travail en Afrique et que nous évitions une fois de plus les multiples pièges qui nous sont tendus à travers cette notion de travail. Si on s'arrête seulement sur la notion du temps de travail, aujourd'hui, partout en Europe, on travaille environ 40 heures et les normes du Bureau international du travail semblent nous imposer de nous arrimer à cette norme. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'Europe qui travaille 40 heures aujourd'hui a eu à travailler 108 heures, puis 60 heures avant d'arriver à ce temps de travail. Ce sont des pays qui ont réussi à atteindre un niveau de développement acceptable. Ils peuvent donc désormais s'encombrer de ce type de principe. Et si on voit très bien l'un des continents qu'on aime aussi prendre en exemple, à savoir l'Asie, il ne s'encombre pas de ces formules. Donc il est question ici pour nous de dénoncer ces règles du Bureau international du travail qui en réalité constituent des véritables obstacles pour le développement de l'Afrique. Nous devons travailler 2, 3, voire 5 fois plus que nous ne le faisons maintenant. Nous devons nous rassurer que nous travaillons au moins 2, voire 3 fois plus que les autres. Sinon, nous serons condamnés à rester justement en arrière pendant que les autres vont continuer à avancer. Cette question du rapport au travail est fondamentale. Et si nous ne réglons pas ce problème, nous n'avons aucune chance d'assurer notre émancipation définitive. Pensez-vous qu'on ne travaille pas suffisamment? Qu'on ne travaille même pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que nous ne travaillons pas. Est-ce une question de volonté ou une question de compétence? Ce n'est ni question de volonté, ni question, entre guillemets, de compétence. À quoi est-ce dû? À la culture qu'on nous a enseignée. Vous n'avez pas besoin de travailler. Nous allons venir vous donner des aides. Si vous avez des problèmes, on va vous donner des aides. Sauf que personne n'est capable de vous donner des aides indéfiniment. Mais comme vous avez déjà pris ça dans la tête, ok, si je ne cultive pas bien, ok, si j'ai un problème, il y a la mère patrie qui viendra très rapidement me donner les aides. Sauf que la mère patrie, à un moment, peut manquer aussi pour sa propre population. Quatrième et dernier axe de cette chronique qui permettra, on l'espère, à l'Afrique de pouvoir se réveiller enfin de manière définitive, il s'agit de la confiance en soi. C'est très important à intégrer. L'un des problèmes dont souffre le continent africain aujourd'hui, c'est le fameux mur de complexe qui a été construit à la fois par d'autres et par nous-mêmes, qui fait en sorte qu'on pense que parce qu'on est africain, on ne peut pas réaliser des grandes choses. Parce que n'oubliez pas qu'avant la colonisation intellectuelle, mentale et morale, on travaille beaucoup en Afrique. Beaucoup d'inventions ont été faites en Afrique. N'oubliez pas. Donc, il faudra reprendre l'histoire que nous connaissons d'Égypte, d'Éthiopie ancienne, du royaume Monomotapa, pour reprendre les notions essentielles du travail. C'est ce mur de complexe qui nous condamne à aller commander de l'aide alors que nous sommes dans un continent qui regorge d'immenses ressources et un continent qui fait envie à tous. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains.
produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Nous devons donc, comme je l'ai dit tantôt, briser ce mur de complexe. L'Afrique n'a aucune raison d'être complexée par rapport à aucune autre partie du monde. Au contraire, c'est les autres parties du monde, c'est les autres continents qui devraient être complexés vis-à-vis de l'Afrique au regard du potentiel énorme que regorge ce continent. Au-delà de briser les murs des complexes, nous devons cultiver la fierté, notre identité, être fiers de qui nous sommes. Parce que l'un des affres de la colonisation a été justement de nous amener à nous détester, de nous amener à nous régner, de créer en nous une véritable crise identitaire au point qu'aujourd'hui, nous ne savons même plus qui nous sommes véritablement. Il est donc temps pour nous de prendre conscience et de cultiver la fierté d'être africain, de s'en orgueillir et de pouvoir promouvoir nos valeurs sans complexe, sans condescendance, mais avec une grande conviction et une grande confiance en soi. Parce que ce sont ces ingrédients-là qui nous permettront de pouvoir rivaliser avec les autres parties du monde. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Nous devons en plus de cela croire en nous. Nous sommes dans le continent où être africain est devenu un obstacle. On préfère faire confiance aux autres pour réaliser des projets chez nous. Nous sommes convaincus que les Africains ne sont pas capables de faire des choses, ce qui est totalement faux. Il est important aujourd'hui que nous puissions d'abord compter sur nous-mêmes. Il existe aujourd'hui des Africains extrêmement compétents dans différents domaines. Il est juste question de leur faire confiance et de croire en eux. Et au-delà de cette confiance, il est temps pour nous de réclamer le droit à l'erreur. Mais surtout et surtout, accorder aux Africains le droit à l'erreur. Ce qui est généralement refusé aux capitaines d'industrie en Afrique, c'est leur refuser le droit à l'erreur, leur dire « vous êtes au premier point, vous ne pouvez rien faire ». C'est faux. Le droit à l'erreur est fondamental pour pouvoir se développer. Il est temps de faire confiance aux institutions financières africaines pour financer l'économie africaine. Il est temps de faire confiance aux entreprises de BTP africaines pour construire l'Afrique. Donnons-leur cette opportunité. Ils ne vont pas tout réussir tout de suite, ils ne vont pas tout bien faire tout de suite, ils commettront certainement des erreurs, mais ils apprendront de ces erreurs pour pouvoir être des entreprises dignes de compétir sur la scène internationale. C'est la seule façon pour nous de construire une forme d'autonomie et d'arriver à avoir un continent qui puisse enfin rivaliser avec les autres. Pour terminer, et c'est très important, nous devons apprendre en Afrique à célébrer nos héros. C'est fondamental si nous voulons réussir. En Afrique, on a l'impression que le succès est criminalisé, le succès est honteux. On n'arrive pas à célébrer ceux parmi nous qui, malgré toute l'adversité, réussissent, ce qui est un véritable tort. Nous l'avons dit plusieurs fois, il est anormal que l'Afrique soit le seul continent au monde qui célèbre ses bourreaux au détriment de ses héros. Nous avons en Afrique des gens de valeur qui se battent au quotidien et qui se sont battus pour que nous puissions être au minimum où nous sommes aujourd'hui. Ces gens-là méritent d'être célébrés. C'est anormal que nous ayons des rues qui soient encore baptisées au nom des colons et des esclavagistes pendant que ceux qui ont donné de leur vie pour la dignité de l'Afrique ne soient pas du tout célébrés.
En guise de conclusion à cette chronique, j'aimerais nous interpeller sur certains points. Le premier point qui me semble important, c'est que nous devons arrêter seulement de penser pour penser en agissant. Le diagnostic a été fait. Plusieurs Africains aujourd'hui ont produit du savoir sur l'Afrique. Mais il ne suffit plus de dénoncer. Nous devons passer à l'action. Il faut la combinaison de la pensée et de l'action pour arriver à faire bouger les lignes. Deuxième élément, nous devons arrêter de pleurnicher, de jouer les victimes. Nous devons arrêter de nous réfugier derrière les affres que l'histoire nous a fait connaître. Pas de renier, non, pas de nier cela, parce que c'est une évidence. Mais nous ne devons pas, de manière constante, prendre cela comme excuse pour justifier notre inaction. Tout le monde aujourd'hui sait ce qu'a coûté l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation à l'Afrique. Nous devons transcender cela et agir. Nous ne devons plus être le continent qui inspire la pitié, qui demandons le respect. Nous devons être le continent qui impose le respect. Dans cette même veine, il est donc question pour nous d'arrêter d'être ce continent qui demande de l'aide, qui a besoin d'aide. Personne ne va aider l'Afrique à se développer. C'est un véritable leurre. Il faut arrêter une fois pour toutes avec cette véritable escroquerie planétaire. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin de liberté, l'Afrique a besoin de dignité, l'Afrique a besoin de travailler. Donc il faut mettre un terme à cette attitude qui voudrait que nous ayons toutes les richesses du monde, que nous laissons ces richesses être pillées, que nous contribuons à les piller pour après nous transformer en mendiants sur la scène internationale. L'Afrique doit arrêter d'être, comme le disait déjà le docteur Fokam, ce mendiant assis sur une mine d'or. Le continent africain, comme nous l'avons démontré dans cette chronique, est bougrement riche. Il s'agit pour nous de nous mettre au travail pour transformer cela dans l'intérêt de tous et éviter d'être la risée du monde, comme c'est le cas jusqu'à présent. Pour sortir de cette chronique, je pense qu'il est question de nous approprier cette idée du docteur Fokam qui pense qu'à l'urgence de la pensée, il faut associer impérativement l'urgence de l'action. En d'autres termes, pour lui, les Africains doivent désormais penser en agissant.